Il est 8h33, vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Vous êtes députée Europe Écologie Les Verts de Paris. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va évidemment parler de très nombreux sujets ce matin. On reviendra sur l'hommage rendu aux 3 policiers hier à Roubaix. On va parler de la place de la drogue aussi dans la société. Mais d'abord, je voudrais qu'on ouvre sur ces images de militants écologistes qui sont en train de tout faire ce matin pour empêcher l'Assemblée générale des actionnaires de Total qui se déroule à Paris. Ils sont quelques dizaines. Ils ont déjà d'ailleurs accompli le même type d'acte il y a quelques jours lors de l'Assemblée générale d'un autre pétrolier à Londres, c'était Shell. Est-ce que c'est bien démocratique d'empêcher au fond l'activité démocratique d'une entreprise ? Merci de le faire. Merci à eux d'être là. Merci à eux de dénoncer l'hypocrisie qu'il y a autour de ces entreprises qui ont des beaux discours, qui ont des plaquettes en papier glacé et qui parlent de développement durable à tous les coins de paragraphes de ces plaquettes et qui en fait font des projets comme ICOP pour Total qui va traverser le lac Victoria. ICOP, c'est un tuyau de pétrole lourd. Donc il faut fluidifier ce pétrole pour le transporter. Il faut chauffer ce pipeline et ça traverse des zones naturelles, ça déplace des populations, ça traverse 2 pays. Tout cela sans aucune compensation ou vraiment le minimum sur les territoires à un moment où on doit diminuer notre consommation de pétrole. En plus, ils utilisent des moyens de coercition sur place qui peuvent être très importants. Non, vraiment, mais Sandrine ce projet est scandaleux. Ce projet est scandaleux. Sortir des hydrocarbures, on peut l'entendre, c'est le sens de l'histoire. Mais en attendant, il y a une demande, il y a 40 millions de voitures à qui il faut fournir de l'essence en France. On ne peut pas du jour au lendemain arrêter d'exploiter les hydrocarbures. Non, mais on peut bloquer des AG d'entreprises comme Total qui se gavent sur la crise énergétique. Ces gens n'ont aucune espèce de morale, ces gens n'ont aucune espèce de considération pour les autres ni pour le climat. Donc oui, qu'ils fassent ça. Merci. J'ai vu qu'il y avait Scientiste Rébellion que je voudrais vraiment saluer parce qu'en fait, il faut mesurer ce que c'est Scientiste Rébellion. Ce sont des scientifiques, donc des biologistes, des climatologues, des gens qui travaillent dans des laboratoires de recherche. C'est les mêmes d'ailleurs qui étaient à Londres la semaine dernière. Oui, qui ne sont pas des activistes, qui sont des chercheurs et qui n'en peuvent plus de trouver des résultats qui sont plus catastrophiques les uns que les autres sur la crise climatique. Et ils ont empêché l'Assemblée générale de la BNP il y a quelques jours. Et qui sont en train, parce que c'est un des financeurs de ces projets-là, et qui sont en train de se rebeller, qui sont en train de sortir de leur laboratoire pour dire nos écrits, nos articles ne suffisent pas, maintenant il faut qu'on passe à l'action. On s'imagine un peu ce que c'est pour des scientifiques que d'aller bloquer une AG comme ça, c'est pas leur métier, c'est pas leur vocation, ils n'ont pas fait ça pour ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste qu'on lise leurs articles et qu'on lise avec sérieux les résultats de leurs recherches. Et merci vraiment de faire ça parce qu'au moins ça alerte l'opinion publique. Vous comprenez quand même que les forces de l'ordre essayent d'empêcher ces activistes d'interdire l'entrée des actionnaires. C'est leur rôle. On a vu tout à l'heure l'usage de gaz lacrymogène. Non, par ailleurs, je ne le comprends pas. Je pense qu'on aurait pu aussi les laisser occuper et puis déplacer cet AG. Et par ailleurs, là, la violence qui s'exerce contre ces activistes montre à quel point on veut protéger des intérêts économiques plutôt que le climat. Et ça, franchement, c'est pas des images qui sont à la hauteur de la situation. L'actualité, c'était aussi hier cet hommage rendu à 3 policiers à Roubaix, 3 policiers décédés à cause d'un chauffard. Juste avant de revenir sur ces faits, est-ce que vous diriez, quand vous voyez ces faits divers, cette violence contre les policiers, contre les élus, sur la route, au volant de voitures, est-ce que vous diriez que, comme Emmanuel Macron, qu'on est rentré dans une ère de décivilisation ? Non seulement je ne le dirai pas, mais je pense qu'un chef de l'État ne doit pas le dire et que c'est une faute politique que d'avoir utilisé ce terme, qui est un terme issu de l'extrême droite. Pas seulement. Pas seulement. Mais c'est un terme qui est utilisé par l'extrême droite. Et j'en ai ras-le-bol. Vous êtes prof d'économie, vous savez très bien que c'est le terme utilisé par Norbert Elias, qui est un sociologue totalement apolitique en l'occurrence. Oui, très bien. Sauf que c'est un terme qui a été repris par Renaud Camus et qui est issu de la pensée. Donc c'est devenu un mot interdit. L'extrême droite. Mais j'en ai ras-le-bol de la complaisance qu'a Emmanuel Macron avec l'extrême droite et de son incapacité à se remettre en cause sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, ce à quoi nous avons assisté, c'est à une destruction en règle des services publics, de la solidarité nationale. Et en fait, ce qui se passe, c'est les résultats de cela. L'infirmière de Reims, par exemple, c'est une crise de la psychiatrie
majeur en France. On a un état de santé mentale, morale, de bien des concitoyens qui mériteraient des soins. Et aujourd'hui, la psychiatrie n'est absolument pas soutenue. Les psychiatres alertent depuis des mois. 30% des postes de psychiatres ne sont pas pourvus. Ben oui, mais pourquoi ils ne sont pas pourvus? Parce que les conditions d'exercice du métier ne sont tellement pas bonnes que plus personne ne veut y aller. C'est pas Emmanuel Macron, ça fait 25 ans que ça dure. Oui, mais Emmanuel Macron n'a rien fait là-dessus. On sort du Covid. En sortie de Covid, il y avait une crise de la psychiatrie à gérer. On savait que de toute façon, on aurait des décompensations, qu'on aurait des situations extrêmes, qu'on aurait de la précarité, de la vulnérabilité qui explosait dans la société. Pourquoi on n'a pas mis le paquet là-dessus? Nous nous sommes battus lors des textes là-dessus à l'Assemblée nationale. Et en fait, à chaque fois, on remet... à chaque fois que Emmanuel Macron est face à une difficulté, il lance une espèce de perche sur l'extrême droite, comme ça, pour essayer de divertir. Mais je veux dire, on ne joue pas à ça. C'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. Je n'arrive même plus à trouver les mots pour expliquer, parce que j'ai l'impression que ça passe crème, quoi. Eh bien, il se trouve que Emmanuel Macron, lui, a fait les sous-titres hier. Je vous lis ce qu'il disait. « Si le sens de l'histoire des sociétés a toujours été de réduire la part des pulsions pour accroître le respect de l'autre, depuis un certain nombre d'années, c'est le mouvement inverse qui semble s'amorcer. » Ce qui est exactement la thèse du sociologue que j'évoquais, Norbert Elias. Ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. Alors déjà, ça c'est l'explication qu'il fait après. Et par ailleurs, quand il parle de pacification et de respect de l'autre, on en parle de son attitude de pacification et de respect de l'autre dans la société. On en parle de son attitude de fermeture et d'autoritarisme vis-à-vis du peuple français qui s'est rebellé de mille et une manières contre la réforme des retraites. Donc s'il y a des violences, c'est la faute d'Emmanuel Macron. Non, mais Emmanuel Macron joue trop avec les allumettes de l'extrême droite et ne considère pas la cohésion sociale comme une réponse à la crise que nous connaissons. Or, la cohésion sociale, la protection, le prendre soin, le fait de protéger les services publics, d'assurer une vie meilleure aux gens est avant tout la cause d'une cohésion sociale et le ciment de cette cohésion sociale. Et le fait qu'Emmanuel Macron soit toujours dans un rapport d'autoritarisme et un rapport rugueux, si ce n'est d'opposition avec son peuple, fait que oui, la violence sociale s'accroît. Et que ça n'est que le début, je pense. Parce que si, par exemple, sur les retraites, on retourne sur un acte d'autoritarisme, ce qui se présage là, l'Assemblée nationale, eh bien, je pense que vraiment, là, il y aura quelque chose de l'ordre d'une fracture. Mais avant de parler des retraites et de cette fameuse loi, j'imagine que c'est à ça que vous faites référence, on en parlera dans un instant. D'abord, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé à Roubaix, cet hommage à ces 3 policiers tués dans l'exercice de leur fonction, en l'occurrence par un chauffard alcoolisé et sous emprise des stupéfiants. Est-ce que vous seriez favorable à la création d'un homicide routier à la place d'un homicide involontaire? C'est ce que réclament les familles de victimes, c'est ce que semble prévoir Gérald Darmanin. Est-ce que vous y seriez favorable? Je suis favorable à ce qu'on reprenne en main d'une manière générale la question de la sécurité routière. C'est-à-dire la baisse de vitesse sur les routes. On l'a vu avec Édouard Philippe et sa proposition de passer de 90 à 80 qu'Emmanuel Macron a balayé parce qu'il estimait que ça n'était pas populaire. On le voit aussi avec la baisse de la vitesse sur les autoroutes qui était demandée par exemple par la Convention citoyenne ou du moins qui a été discutée par elle. Et l'homicide routier? Et sur l'homicide routier, oui, mais c'est oui. Moi, je suis d'accord pour qu'on sanctionne davantage les comportements qui mettent en danger les autres sur la route. Donc oui, pour un homicide routier, mais pas qu'une réponse de sanction. Pas qu'une réponse de sanction. Parce que ça, c'est trop facile. De faire face à un fait divers, on fait une sanction et on s'en lave les mains en disant « Regardez, nous avons agi ». Ça n'est pas vrai. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ordre. Moi, je trouve que Emmanuel Macron a vraiment flatté les bas instincts en matière de non-sécurité routière. C'est-à-dire qu'il est allé... par exemple, il n'a jamais soutenu Édouard Philippe quand il a voulu aller à 80 km/h sur les autoroutes, sur les routes nationales. Il n'a jamais soutenu toutes les demandes qu'il y avait de diminuer à 110 km la vitesse limite sur l'autoroute. Et en fait, il y a une forme de populisme. Les délits sur le permis à points ont été allégés aussi par Gérald Darmanin. Pas encore. C'est une proposition, mais ce n'est pas encore entré en vigueur. Oui, mais je veux dire, tout ça va dans le même sens. C'est-à-dire de diminuer les sanctions. C'est pas parce que là, il y a eu un incident que tout à coup, il y a une mesure qui y répond. C'est un ensemble et la sécurité routière est très importante. Sandrine Rousseau, lorsque
que vous voyez ces 3 policiers morts, cette fillette qui est morte à Trappes à cause d'une conductrice qui était elle aussi, on verra les résultats des enquêtes, mais vraisemblablement sous emprise de stupéfiants. 700 morts par an sur les routes à cause de l'usage de drogue au volant. Est-ce que ça bouscule pas un peu vos certitudes sur la légalisation du cannabis? Vous voulez qu'on interdise l'alcool? C'est une vraie... peut-être. Alors, je pense qu'il y a un sujet autour... Certains y pensent. Non, mais je pense qu'il y a un La sujet présidente de l'Assemblée a dit 0 drogue, 0 alcool. Quand on prend le volant, normalement, on devrait être sobre pour pouvoir le prendre. Mais sur la légalisation du cannabis? La légalisation du cannabis, c'est une manière justement de contrôler son usage. Et c'est cela qu'on n'arrive pas à placer dans le débat public et qui est pourtant très importante. C'est qu'aujourd'hui, comme c'est uniquement de l'économie... masquer quelque chose qui est de l'ordre du trafic. On ne connaît pas ce qu'il y a véritablement dans les substances qui sont vendues, on ne sait pas avec quoi c'est coupé, on ne sait pas ce qu'il y a véritablement dans les sachets qui sont vendus, petit 1. Et petit 2, il n'y a pas de contrôle sur les mineurs et sur la consommation. Et en fait... à quel moment on passe d'une politique du tout répressif à une politique de santé publique sur l'alcool comme sur le cannabis? Et pour cela, il faut reconnaître que le cannabis existe. Et là, on se ferme les yeux en disant non, le cannabis n'existe pas. On est là, on prend des photos où il y a des policiers qui prennent 4 grammes dans la poche de quelqu'un et qui disent regardez, on a fait une saisine. Non, il faut une politique publique là-dessus et une reconnaissance du fait que ça existe. Justement, à ce propos, je voudrais que vous écoutiez ce que nous disait hier, c'était ici même à ce micro, sur RMC et BFM TV, la déléguée nationale du syndicat unité SGP, police, force ouvrière, Linda Kebab. Écoutez. Il y a ces personnes qui, par exemple, proposent la dépénalisation. Moi, pour ma part, je suis contre, parce que la dépénalisation n'entraîne pas une sous-consommation et surtout ne va pas annihiler le trafic. Moi, je vous invite juste à aller regarder à Barbès ou à Porte de la Chapelle. Le trafic de cigarettes, il existe. Il existe, ces cigarettes qui sont de moins bonne qualité, qui sont moins chères, et pourtant la cigarette aujourd'hui est légalisée en France. Donc si aujourd'hui on commence à parler de dépénalisation du cannabis, eh bien il y aura toujours cette envie de défier, vous savez, le droit et la loi. Et donc du coup demain on va dépénaliser la cocaïne, parce que vous savez, c'est récréatif, et puis l'héroïne, et puis on n'a plus de limites. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je suis en parfait désaccord, en absolu désaccord. Je pense qu'il y a certes un trafic de cigarettes, mais que l'essentiel des cigarettes est vendu dans les bureaux de tabac et qu'il y a des messages de santé publique sur ces paquets de cigarettes. Que l'alcool, par ailleurs, évidemment, il y a de l'alcool frelaté, de l'alcool qui est distillé sans autorisation, mais que l'essentiel quand même est géré par le commerce, et qu'il y a une interdiction de consommation d'alcool en dessous de 18 ans et de vente d'alcool dans les distributeurs. Et que c'est bien ainsi que quand il y a par exemple des manifestations type match de foot ou concert, etc., eh bien il y a une régulation de l'alcool qui est... Donc en fait, ça n'est pas suffisant. Et vraiment, on a un problème d'insuffisance des politiques publiques de limitation de la consommation d'alcool. Mais ce que je veux dire, c'est que ce soit autorisé ou que ce soit interdit, ça n'empêche évidemment pas le trafic, mais ça régule quand même une partie de la consommation. Il y a quand même un petit paradoxe chez vous et chez les écologistes, parce que si je vous entends bien, on légalise le cannabis, mais j'ai découvert que vous vouliez interdire les puffs, ces cigarettes électroniques à usage unique pour les jeunes. C'est une proposition de loi déposée par un de vos amis écologistes. C'est plus dangereux que le cannabis, sérieusement? Mais ça fait des déchets en quantité incroyable. C'est de l'usage unique. C'est fait pour que les mineurs puissent en consommer de manière rapide. C'est fait pour créer de la dépendance, les puffs. Évidemment qu'on est contre. On n'est pas pour la dépendance. On est contre la dépendance. On est pour le fait que les gens aillent bien et n'aient pas besoin de substituts pour aller mieux. Mais pour cela, quelle est la meilleure des solutions et quelle est la meilleure des politiques? Et d'ailleurs, moi, j'ai été très impressionnée par ce qu'a fait, par exemple, l'Islande pour diminuer sa consommation d'alcool et de drogue, et qui a obtenu des résultats absolument incroyables en prenant toute une éducation à la gestion du stress, à la gestion des angoisses, au fait de trouver des émotions ailleurs que dans la consommation addictive de produits en grande quantité. Et en fait, ils ont, comme ça, sur un programme de plusieurs années, obtenu des résultats fantastiques. Quand est-ce qu'on le fait? Mercredi dernier, vous étiez, Sandrine Rousseau, à Saint-Brévin. Vous participiez à une marche en soutien au maire. Et ça ne vous a pas échappé, le maire a fait un discours et il a dit en gros que c'était de la récupération politique, au point qu'il n'a même pas voulu aller marcher avec vous. C'est de la récup politique, il a raison, non?
Alors, je vais vous dire, le discours du maire m'a vraiment très étonnée parce qu'il n'a pas parlé d'extrême droite, alors que quand même il y a eu des manifestations d'extrême droite dans sa commune et que c'était en opposition à un centre d'accueil de personnes migrantes, un CADA. Il n'a pas parlé de ces personnes migrantes, il n'a pas parlé des réfugiés. La seule chose il n'a même pas prononcé le mot d'extrême droite. La seule chose qu'il ait dit, c'est qu'il ne voulait pas d'élus. Moi, je pense que précisément, nous avons une solidarité à avoir vis-à-vis des élus qui sont exposés à des violences. Justement, parce qu'il se trouve que vous, à titre personnel, vous avez été menacé. Vous avez même fait condamner 3 personnes pour menaces de mort, menaces de viol contre vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a parfois une indignation à géométrie variable. En gros, quand il y a des menaces ou des intimidations contre le chef de l'État, là, vous expliquez que la réforme des retraites est impopulaire, qu'il faut comprendre la colère des gens, le mépris d'Emmanuel Macron vis-à-vis des opposants à la réforme, comme si, au fond, vous tentiez de justifier ce qui, honnêtement, n'est pas justifiable. Pardon, mais cette question est un peu facile parce que... c'est la réponse qui est plus compliquée. Non, c'est un peu facile comme question parce qu'on a soutenu par exemple, vous êtes allé à Saint-Brévin. On a soutenu le neveu de Brigitte Macron qui a été violenté dans l'instant où on l'a su. Enfin, en tous les cas, moi, dans l'instant où je l'ai su, je l'ai défendu. Exactement comme le maire de Saint-Brévin. D'ailleurs, dans l'instant où je l'ai su, j'ai fait un tweet pour le soutenir. Et donc, il n'y a aucune complaisance avec la violence physique vis-à-vis des élus ou les menaces de violence physique contre les élus d'aucune manière. Après, dans les manifestations, il y a évidemment des pancartes avec la tête de Macron dessus. Enfin, je veux dire... Et ça vous choque pas? Ça s'appelle des manifestations sociales. Plus exactement, ça, vous l'expliquez, vous trouvez une justification. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de brûler une maison ou de taper quelqu'un, en fait. Faire une manifestation dans laquelle on critique le pouvoir, ça fait partie de la démocratie. Quand un élu de gauche appelle éventuellement à décapiter le président de la République, ça vous choque pas? Ça, j'ai jamais soutenu ça, par exemple. Mais donc, du coup, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de justification à donner. Donc, je veux dire, voilà, je condamne toutes les menaces de violence vis-à-vis des élus. Je vois pas comment je peux être plus claire. Par contre, que dans des manifestations, il y ait Macron démission, non, ça je le condamne pas, pardon, mais non, je vais pas condamner des slogans de manifestation contre les retraites. Ça, juste un mot, je reviens à Saint-Brévin. Vous avez dit à juste titre que le maire n'avait pas parlé de ce CADA, ce centre d'accueil des demandeurs d'asile. Notre sondage ELAB dit en gros que 56% des Français estiment qu'il y a trop d'immigrés dans ce pays. Et pendant la réforme des retraites, vous utilisiez les sondages pour dire, vous voyez bien, les 2/3 des Français sont contre. Cette moitié de Français, cette majorité de Français, il faut les écouter et réduire les flux migratoires en France? Mais c'est le résultat d'une espèce de rouleau compresseur sur l'immigration, où on accuse l'immigration de tous les maux, et on voit que ça marche, et on voit que ça a un impact sur la population. Moi, je dis... Vous voulez dire que les idées du Rassemblement national ont déjà gagné? En tous les cas, je pense qu'elle progresse, et je pense que le fait de passer des lois type asile-immigration qui est présentée et par le gouvernement et la proposition de loi LR qui va être posée bientôt, tout cela participe de cette défiance des personnes immigrées. Ce que je voudrais juste dire aux Français et Françaises qui nous écoutent, c'est que ces personnes immigrées, que l'on voit aujourd'hui comme déshumanisées, comme des espèces d'envahisseurs qui viendraient ici pour prendre notre argent et qui n'auraient aucun autre but. Ces personnes immigrées sont des humains. Ils ont des amis, ils ont des familles, ils ont des émotions. Ce sont des gens qui méritent, qui prennent qui ont des amoureux et des amoureuses. À quel moment ne les considère-t-on pas à la hauteur de ce qu'ils sont, c'est-à-dire des hommes et des femmes comme n'importe qui? Et quand on commence à déshumaniser une population, finalement, on s'émeut peu qu'ils meurent dans la Méditerranée. Quand on commence à déshumaniser une population, on peut avoir des propos comme avait eu Gérald Darmanin, disant qu'ils jetaient leurs enfants par-dessus bord, et il avait eu une phrase comme ça à un moment donné, stigmatisant des comportements qui par ailleurs n'existent pas. Et donc... Vraiment, j'alerte sur le fait que la déshumanisation est la première étape de politiques qui sont bien plus dures et qui sont en fait des politiques racistes. Parce que derrière, quand les Ukrainiens sont arrivés en France massivement, tout le monde était d'accord pour les accueillir. Tout le monde, et même parmi les 56%, tout le monde était d'accord pour accueillir les Ukrainiens et Ukrainiennes qui fuyaient la guerre. Nombre des personnes migrantes fuient des situations qui sont catastrophiques. Donc moi, je veux juste qu'on les traite avec humanité. Et les CADA sont des lieux où on peut les traiter, où ils peuvent avoir des droits, où ils rencontrent les associations, et ces personnes ont des droits. Juste encore un mot. La page des retraites s'est tournée. Vous avez vu, même entre nous, on parle de toute une série de sujets. On est passé déjà à autre chose, malgré la journée du 6 juin qui s'approche?
Alors non, on n'est pas passé à autre chose, le peuple n'est pas passé à autre chose, et je mets vraiment en garde le pouvoir que s'ils utilisent un acte d'autoritarisme supplémentaire par rapport à ce qu'ils ont déjà fait, 49.3, l'article 44 au Sénat, etc. S'ils utilisent encore une argutie réglementaire jamais utilisée pour forcer, pour passer en force leur réforme, je leur dis attention, on sera dans une fracture irréparable. Attention. Vraiment, ce serait inacceptable. Et ce serait inacceptable pour bien des gens. Et le prix à payer de cela se fera sentir pendant des années. Ne faites pas ça. Merci Sandrine Rousseau d'être venue répondre à nos questions. Il est 8h53. Vous êtes bien sur RMC et BFM TV.